Le moment est venu de passer à ce deuxième duel, ce deuxième face-à-face. Je vais vous laisser le soin de présenter vos deux invités qui sont Isabelle Durand et Monsieur Vlerick, que nous avons vu tout à l'heure. On vous attend. Madame Durand, bonjour. Je vous en prie. Vous avez le choix du pupitre. Monsieur Vlerick. Bien, bien. C'est facile à faire. Hein. On vous a déjà présenté, je ne vais pas vous représenter. Philippe Vlerick, multi-entrepreneur. Vous savez toute sa vie, ou quasiment, puisqu'il vous en a livré une grande partie quand même. Mais on va encore approfondir ça maintenant. Isabelle Durand. Un nom bien français. Un nom bien français. Que je sois belge. Un nom bien français. C'est cocasse puisqu'on avait Guy Verhofstadt juste avant vous. Vous avez été membre du gouvernement de Guy Verhofstadt. Vous avez même Je m'en souviens. Dis gentiment. Hein. Vous aussi, monsieur Verhofstadt, vous en souvenez? Super. Voilà, merveilleux, tout va bien. Tout va bien. On peut refaire un gouvernement libéral écologiste? On a besoin de socialistes. On a toujours besoin de socialistes. Merveilleux. Donc, Mme Durand, vice-première ministre dans le gouvernement de M. Verhofstadt. Et puis, comme M. Verhofstadt, vous êtes aussi monté au niveau, à l'échelon européen. Vous avez été la vice-présidente du Parlement européen. Une des vice-présidentes. Une des vice-présidentes du Parlement européen. Il y a toujours vice quelque chose. Moi, je suis dans le vice, d'ailleurs, depuis longtemps. Voilà. Et j'y reste. Donc, vice-présidente du Parlement européen. Et aujourd'hui, vous n'êtes plus vice, vous êtes... Si, vous êtes encore vice. Si, je suis encore vice, mais oui. En fait. Ça s'appelle autrement, ça s'appelle secrétaire général adjoint. Voilà, donc je suis numéro 2. Donc je numéro 2 de la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Très bien. Je ne me trompe pas. Non, c'est très bien. C'est plus connu, je pense, sous le nom de CNUSET. Exactement. Enfin, ce n'est pas très connu, mais c'est quand même un outil très, très intéressant. Alors, rappelez-nous quand même, en deux mots, vraiment, c'est quoi? Alors, c'est un organe des Nations Unies, une agence. Il y a 400 personnes qui travaillent et qui travaillent essentiellement à tenter d'équiper les gouvernements des pays en développement pour qu'ils fassent le saut du commerce international et aussi de la digitalisation. Et donc, on travaille surtout à les équiper, eux, non seulement eux, mais aussi les chambres de commerce, la société civile, pour essayer de faire un peu bouger les lignes du développement et que le commerce serve au développement et peut-être pas seulement à enrichir ceux qui font du commerce. Voilà, en gros. Mais c'est un énorme objectif et c'est une tâche compliquée. Très bien, merci. Alors, juste parce qu'on a eu des petits problèmes de communication, M. Verhofstadt n'entendait pas Mme Lecourt. M. Vlerick, est-ce que vous entendez bien Mme Durand? Mme Durand, est-ce que vous entendez bien M. Vlerick? Et je crois qu'on va bien s'entendre. Enfin, très bien. J'espère. J'espère. En tout cas, je suis là pour vous séparer au cas où. Non, pas d'inquiétude. Très bien. Bien, on peut commencer. Alors, M. Vlerick, dans votre allocution, vous avez évoqué le textile. Vous avez été un homme du textile. Votre papa était dans le textile, dans l'industrie du textile. C'est très intéressant cet après-midi. Pourquoi? Parce que cette Europe industrielle, l'industrie en Europe est quand même occupée à un peu diminuer. Et le textile a connu des années extrêmement noires. Est-ce que vous pensez que plus d'Europe ou une Europe plus protectionniste aurait été une solution? Non, non, non. Je ne crois pas dans le protectionnisme, je crois fondamentalement dans les bénéfices qu'apporte le commerce libre et ouvert pour le monde entier d'ailleurs, mais ceci dans un contexte de respect et d'équilibre. Et il faut savoir que exporter un tapis d'Inde en Europe donne 4% de droits d'importation, exporter un tapis d'Europe en Inde, 100%. Et ce sont des déséquilibres qui temporairement peuvent aider le développement d'une industrie dans des pays du tiers-monde, et je suis d'accord, parce qu'il fallait qu'il y ait un transfert d'activité de l'ouest vers le sud et vers l'est, mais à long terme, il faut rééquilibrer les choses.
d'une façon graduelle, mais il faut le faire. Un rééquilibrage? Rééquilibrage, en tout cas, vous parlez de protectionnisme et je partage l'idée que le protectionnisme, évidemment, est une mesure absolument inutile et je dirais même absurde dans un monde complètement interconnecté. Cependant, je pense qu'il ne faut pas confondre protectionnisme et protection. Et donc, je pense qu'il y a des secteurs ou des choses qu'il faut pouvoir protéger. Et c'est pour ça qu'on parle de mesures. Il y a des mesures tarifaires qui sont très problématiques, mais il y a aussi des mesures non tarifaires. Et les mesures non tarifaires, les barrières non tarifaires, parfois elles sont très très compliquées et elles visent surtout à empêcher les autres de venir chez vous. Mais parfois aussi, elles sont là pour protéger un bien commun, pour protéger des choses qu'on doit protéger, que ce soit en matière environnementale, que ce soit sur le respect de règles sociales. Et vous aviez, la Biennale Entreprendre, j'ai entendu au début de l'après-midi qu'il y avait 3 valeurs, je ne me rappelle plus exactement lesquelles, il y avait humanité, ça je me souviens, et 2 autres, qui sont les valeurs du réseau. Donc ça appelle à toute la question de la responsabilité sociale des entreprises, mais aussi des règles qu'on se donne à l'échelon international pour ne pas obérer, ne pas détruire, ne pas engager une dette qui va être très lourde à payer d'ailleurs, y compris pour les entreprises et pour les consommateurs. Et dans ce contexte-là, moi je plaide toujours pour qu'on calcule le coût total du produit et de ce que ça coûte à l'humanité. Je m'exprime, je fabrique beaucoup de denim, 50 millions de mètres de toile de jean, donc, mais surtout en Asie et un peu en Europe. Et il y a un grand problème avec les acheteurs comme les Zara, les H&M de ce monde, qui font venir 3/4 de leurs jeans d'Asie par avion. Et le coût CO2 que ça comporte n'est jamais calculé à personne. Le consommateur ne le paye pas, eux, ils ne le payent pas. Et en fait, on détruit petit à petit la planète sans tenir compte des coûts réels. Alors allons-y. Développement versus écologie. Oui, en tout cas, commerce versus environnement ou climat. Parce qu'on a quand même des accords qu'on doit mettre en œuvre sur ce sujet. Ça, vous êtes bien placé pour... Oui, alors quand on commence, ce n'est pas si facile, parce qu'évidemment... Par où commence-t-on? Moi, je me souviens, j'étais à la conférence des partis, cette grande réunion sur le climat l'année passée à Bonn, et M. Macron était là, et il a à la tribune, devant, puisque c'est une conférence internationale, il y a aussi des chefs d'État africains, du monde entier, des Asiatiques, etc., et il a présenté l'idée, je vais me battre au niveau européen pour avoir une taxe CO2, pour protéger l'Union européenne et faire une taxe CO2 à l'échelon européen. Les Européens ont applaudi, pas tous, mais une bonne partie d'entre eux, mais évidemment, immédiatement après, tous les autres ont dit « Ah, c'est quoi ça, protectionnisme européen ?» Et donc, très vite, quand on entre dans la discussion concrète, qu'est-ce que ça veut dire protéger les externalités négatives? C'est beaucoup plus difficile. Et aujourd'hui, l'Organisation mondiale du commerce, qui est censée être celle dans laquelle on doit pouvoir travailler sur des règles internationales, y compris sur ces questions, l'OMC, c'est l'électroencéphalogramme plat. Il ne se passe plus rien, pas parce que M. Azevedo, son patron, est mauvais, parce que plus personne dans cette conférence avec tous les États réunis du monde, enfin tous les membres de l'OMC, ce qui est quand même une grande partie des pays du monde, ils ne veulent pas avancer. Bon, en plus, pour ne pas le citer, le gouvernement américain a fait tout pour détruire cette organisation, pour détruire l'organe qu'elle a pour arbitrer les conflits, etc. Donc, il ne se passe plus rien. Comme il ne se passe plus rien, chacun reprend la couverture de son côté, si je peux dire, et on est un peu dans une période où ça ne va pas être facile de faire ce que vous dites et ce que je souhaite moi aussi. Mais on doit y arriver, et on va y arriver par petits pas. Mais ne rien essayer, ça c'est sûr. Et il y a une grande maxime de Margaret Thatcher que j'aime beaucoup. You have to accelerate. Vous n'aimez pas Margaret Thatcher, non, mais pas ça tellement, mais c'est pas grave. You have to accelerate the inevitable. Ce qui va arriver, il faut l'avancer dans le temps. Et si nous n'agissons pas comme ça, on va vers de grands problèmes. On en parlait tout à l'heure, dans le climatique en tout cas. Oui. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut accélérer ce qu'on devra prendre quand même comme mesure plus tard, quand il sera peut-être trop tard. Et concrètement, concrètement, le réchauffement de la Terre, l'émission CO2, si on ne prend pas ça en main maintenant,
On a une énorme responsabilité envers nos enfants, nos petits-enfants, de leur laisser un monde tout à fait Oui. Mais donc, en vous- déséquilibre. Et je crois qu'il faut s'en occuper maintenant. Oui, il faut s'en occuper maintenant, mais donc vous, sans doute, et moi aussi d'ailleurs, et d'autres ici, dans leur business, voyagent énormément. Voilà, on est tous très consommateurs d'une aviation civile qui ne paye pas ses coûts externes. On est tous conscients qu'on devrait aller vers ce qu'on appelle l'économie circulaire, Oui. mais en même temps, de l'autre côté, les incitants ou la manière de... C'est pour ça que je pense que des gens comme vous, qui êtes des entrepreneurs dans la fleur de l'âge et qui lancent des projets, je pense qu'on doit mettre au cœur d'un projet économique des aspects, des externalités utiles et sérieuses pour faire bouger aussi, à un moment donné, espérons-le, des règles internationales un peu plus Exact, que nous partageons tous. Donc, plus de responsabilité sociale dès la fondation de l'entreprise. Je les pense que c'est quelque chose, entrepreneurs. enfin, bon, moi je ne suis pas entrepreneuse, j'en rencontre, mais ce n'est pas mon biotope, ce n'est pas mon écosystème. Mais je crois quand même que beaucoup d'entre eux, pour ceux que j'ai rencontrés, sont quand même des gens qui n'ont pas que des dollars ou des euros dans les yeux. Enfin, je veux dire, ils veulent faire marcher leur entreprise, mais ils ont aussi quand même des valeurs ou quelque chose qu'ils ont envie dans le cadre de leurs produits ou de leurs relations avec leurs clients. Et donc, je pense que oui, c'est que la responsabilité sociale est une chose, mais à un moment donné, il faudra aussi avoir des règles, parce que sinon, les Chinois aujourd'hui sont en train d'envahir, pas d'envahir, c'est un très très grand pays avec énormément de potentiel, et je ne crois pas que l'attitude américaine qui est de se retirer de tout ça va quelque part les décourager de... Oui. Et moi, on parle souvent du fait que le consommateur, he's not a sustainable consumer. Ce n'est pas quelqu'un qui pense à long terme. C'est vrai et pas vrai. C'est comme un électeur. C'est aussi un si je peux dire, hein. Je fais de la parenthèse. Mais j'espère vraiment, et j'y crois, que petit à petit, la conscience holistique du consommateur va être plus importante qu'auparavant. Dans ce sens qu'il va dire, tiens, acheter ceci ou cela, un poulet qu'on importe d'Amérique du Sud qui a été tiré par le chlore, au lieu de payer un tout petit peu plus et d'acheter le poulet des Landes ou de je ne sais pas où, d'ici. J'espère que ça va prendre forme et que ça va quelque part influencer le comportement du consommateur, parce qu'on est tous dans le même bateau. Si le bateau coule, on coule tous. C'est vrai, mais donc je crois que dans la jeune génération aujourd'hui, les gens qui ont aujourd'hui entre 20 et 30 ans, surtout les urbains, sont des gens qui sont en train petit à petit de changer leurs habitudes de consommation, de changer leurs habitudes de déplacement. Ceci dit, c'est très très bien qu'ils le fassent et qu'ils bougent pour cela, mais il faudra éviter aussi qu'on en fasse des produits d'appel, je dirais, qui sont tous souvent qui peuvent être parfois des attrape-nigots, au sens où voilà, on va faire des produits soi-disant labellisés, etc., etc. Il y a aussi tout un commerce de ça, mais en même temps, c'est aussi parce que ces urbains bougent que le monde de l'entreprise va bouger, est en train de bouger, est en train d'offrir aux consommateurs ce qu'ils cherchent. La question étant de savoir où est-ce que s'arrêtent les circuits les plus courts. Si on parle de circuits courts, c'est quand même pas non plus, je dirais, mon environnement immédiat. Probablement que le circuit court, c'est l'échelon européen. C'est un échelon pertinent. Je ne dis pas qu'on ne peut plus importer des produits venant d'ailleurs de l'Europe, évidemment que non. Mais si on privilégie d'abord pour les besoins courants, les produits européens dans un circuit plus court, je pense que c'est une étape qui est importante. Sans pour autant créer de nouvelles barrières à l'importation qui font voilà, en sorte on est bien donc c'est ces équilibres qu'il faut rechercher. Vous avez parlé d'un rééquilibrage, justement. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la politique menée par les États-Unis aujourd'hui, justement Ah oui. Parce que là, le personnage du président n'est pas mon style. Étant européen, je ne le sens pas du tout, mais je trouve que remettre sur la table les déséquilibres en commerce international, ça a un sens. Et il faut naturellement peut-être mais il en crée un autre. Pardon ? Il en crée un autre de déséquilibre. Non, mais ne pas mettre ça sur la table, c'est un problème. C'est un problème. Et je crois que c'est bien que c'est mis sur la table. Mais naturellement, il faut aboutir
comme avec le NAFTA, hein, de Free Trade, North American Free Trade Association, whatever they say of it, agreement, ils ont un nouvel accord avec le Mexique et le Canada. Et apparemment, ça marche. Apparemment, ça est-ce que sera ça va signé. marcher dans tous les cas? Est-ce qu'on risque pas quand même une escalade? Parce que bon, Oui, la oui, méthode ça c'est Trump- le grand danger avec un homme comme ça, parce qu'il est... enfin, personne ne sait s'il a des limites, lui-même ne le sait pas. Et donc, il faudra veiller à tout cela, mais il faut oser dire les choses. Et nous, les bien-pensants de l'Europe, de temps en temps, on n'ose pas le dire. Hey, tout le problème de l'immigration, qu'est-ce qu'on va faire? Ce n'est qu'un début d'ailleurs. Si l'Afrique va passer de 1,5 milliard à 2 milliards de personnes en 2050, Enfin, ce que nous faisons, il y aura une pression terrible sur l'Europe pour avoir une migration économique, qu'on le veuille ou non. Et si nous, en Europe, on n'arrive pas à ensemble décider ce que nous devons faire, ça sera la catastrophe. Et chaque pays séparé qui veut laisser, en fait, remet le problème chez l'autre, hein. mais ça, Madame je Durand. suis évidemment d'accord qu'il faut une politique européenne sur l'immigration et on sait à quel point au niveau européen c'est difficile et pour le moment il n'y a pas moyen d'avoir un choix politique européen sur la manière d'organiser les migrations de façon plus pertinente que ce qu'on le fait aujourd'hui. Mais vous devez savoir que, par exemple, la CNUSET a sorti récemment un rapport qui montre que, d'abord, le gros de la migration, elle ne vient pas en Europe. Hein. Il faut arrêter de croire qu'on est envahi. Ça n'est pas vrai. Il n'y a pas d'envahissement. Il y a des migrants, bien sûr, il y en a toujours eu et il y en aura toujours. Par contre, le gros des migrations, elles se font en intra-africain. Et là, dans certains pays, c'est jusqu'à un tiers, voire la moitié de la population. Au Cameroun, la moitié de la population est non camerounaise. Et donc, on a sorti un rapport à la CNUSET qui travaille sur ces flux migratoires intra-africains pour montrer qu'en fait, si c'était bien géré plutôt que subi, c'est quelque chose qui est bénéficiaire pour le pays de départ du migrant et pour le pays d'arrivée, à la condition qu'entre Africains, ils travaillent sur la question des visas, sur la question des équivalences de diplômes, sur une série d'aspects qui peuvent faire bouger les gens. Donc je pense qu'on a tout intérêt à faire bouger les gens plutôt qu'à essayer de vouloir les contraindre à rester, ce qu'ils ne feront pas, de toute façon. Et d'ailleurs, en Europe, si nous n'avons pas de gens qui vont nous rejoindre pour faire tourner l'économie, ça va se gripper, hein. Mais donc vous êtes pour une ouverture? Je suis pour une ouverture bien pensée, organisée, avec de l'éducation, l'apprentissage des langues, des skills, des compétences pour contribuer dans le système. Là, je suis pour ça. Quelque chose de positif. Mais il faut travailler à ça. Et réguler? Ah, naturellement réguler. Si vous vous ouvrez les frontières comme une passoire, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Ça doit être régulé? Oui, ça doit être régulé, évidemment. Et comment on régule? Alors là, c'est toute la question de trouver à l'échelon européen, en tout cas, une manière de gérer ces migrations. Personnellement, moi, je pense que le travail sur l'aller et le retour serait beaucoup plus subtil que d'essayer de faire croire qu'un migrant doit absolument demander sa demande d'asile à l'arrivée dans un pays qui n'est pas celui dans lequel il résidera et qu'une fois qu'il l'a demandé, il ne peut plus envisager de rentrer dans son pays parce que sinon il ne pourra plus jamais revenir en Europe. Et donc, on ferait mieux d'organiser, je dirais, des migrations plus circulaires, temporaires, pour un certain temps, pour permettre aux gens d'aller et de revenir. Ce serait beaucoup plus subtil, ça aiderait des pays qui ont besoin de main-d'œuvre. Tout ça est un énorme chantier sur lequel je ne suis pas sûr que l'Union européenne soit, en tout cas aujourd'hui, en capacité de faire un accord. Mais si on regarde ça d'un point de vue économique, les migrations sont un facteur extrêmement positif. Le problème, c'est toute la perception, et en particulier la perception, pour le dire clair, de tout ce qui est l'islam qui fait peur, parce que c'est surtout ça, c'est pas tellement leur couleur de peau, c'est leur religion qui fait peur, ou la manière dont ils la pratiquent. Et donc il y a une espèce d'amalgame entre l'islam, la migration, un gros paquet qui évidemment donne du grain à moudre à tous ceux qui en ont fait un argument de vente, si je peux dire, dans les périodes électorales. Tout à fait d'accord. L'immigration dans l'histoire, quand on regarde le XVIe siècle, tous les Flamands qui sont partis vers la Hollande et les Wallons qui sont partis vers la Hollande pour des raisons religieuses ont contribué à l'essor de cette province qui ont été une des premières puissances au XVIIe. Même chose avec les Huguenots français qui sont partis à Berlin, qui sont partis en Afrique du Sud, en Angleterre, en Hollande également. Oui. Et ça a toujours été comme ça que, en fait, ceux qui partent ont quelque chose à offrir. Parce qu'ils se sentent capables de faire mieux dans leur vie que de rester là-bas. Ouais. Monsieur Vlerick, vous avez vu comme moi les résultats du petit sondage. Oui. Les exportations, finalement,
cette faiblesse dans les sondages qu'on a vu Oui. à exporter, vous qui vous êtes vous-même exporté, parce que vous deviez le faire, qu'est-ce que ça vous inspire? Oui, Est-ce que vous je encouragez trouvais- à l'exportation? je ne comprends pas très bien. Le chiffre était très bas, je Oui, trouvais. tout à fait. Mais je me demandais, mais c'est pas juste, que l'exportation était peut-être en dehors de l'Union européenne. Mais ce n'était pas le cas. Non, non, C'était non. en dehors du pays. Oui, je crois que vraiment, l'Europe est notre marché d'intérieur. Je sais très bien qu'en tout ce qui est numérique, en digital et tout ça, il n'y a pas un single market, il n'y a pas un marché unique, mais en tout cas pour les produits traditionnels, il y a un marché unique. Naturellement, il faut voir dans certains pays, surtout pour l'alimentation et ceci et cela, on peut utiliser des barrières non tarifaires, des barrières dont on abuse alors pour protéger les producteurs locaux, et ça c'est embêtant, mais c'est essentiel pour une société européenne de considérer le marché européen comme son marché de base. Là, je suis persuadé Oui, de ça. 100% d'accord, et donc je pense que c'est l'échelon pertinent pour travailler, et je crois aussi que même si probablement que l'entreprise qui démarre doit peut-être conforter d'abord son niveau national, quoique, hein, Madame Clarisse, dont j'ai oublié le nom de famille, expliquait qu'elle s'est lancée directement dans l'international ou très vite, et donc ça dépend des produits qu'on veut fabriquer, qu'on veut vendre, mais je pense vraiment que l'échelon européen est l'échelon pertinent. D'ailleurs, c'est l'échelon, les Britanniques vont le voir quand ils vont être sortis. Enfin, je ne sais pas très bien comment ils vont sortir, mais quand ils seront sortis, ils vont réaliser qu'ils vont avoir des coûts de change. Il va y avoir une série de... On va revenir avec, pour les entreprises britanniques avec des courtiers en change. Enfin, toutes choses qu'on pensait avoir oubliées. Et donc, eux vont devoir refaire tout un exercice que nous avons la chance de ne plus devoir faire à l'échelon européen. Donc moi, j'ai parfois un peu du mal à comprendre comment on ne perçoit pas que l'échelon européen est le marché ou le lieu dans lequel on peut se déployer de la manière la plus... Bon, c'est vrai que la France est un grand pays. Moi, je suis belge, donc j'ai un peu la culture d'un petit pays. C'est peut-être un peu différent. Peut-être que quand on est allemand, c'est pareil. On a un grand territoire. On ne comprend pas, c'est peut-être pas une question de compréhension. Comprendre, entendons-nous. Non, bien sûr, oui. mais vous l'avez vu aussi, c'est tous ces freins, ce manque d'harmonisation fiscale, ces réglementations, on l'a vu avec Madame Lecourt, qui sont quand même disparates et compliquées. Ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors oui, c'est ça. Il y en a qui se plaignent aussi au niveau même de la région bruxelloise, hein, de la complexité du guichet unique, etc., pour avoir l'ensemble des informations sur ce qu'on doit faire ou pas faire. Donc je pense qu'on n'arrivera jamais à faire un truc complètement simplifié, mais on l'a dit tout à l'heure, simplifier la réglementation, travailler là où la réglementation est utile, arrêter d'en faire là où elle n'est pas très utile. On a parlé tantôt du brevet. Et bon, pourquoi est-ce que ça a été si difficile de s'entendre au niveau européen sur le brevet? Il y avait 36 raisons à ça, mais il y avait en particulier aussi un débat sur la langue dans lequel il n'y a pas de langue européenne. Et donc, il y a eu toute une discussion pour savoir combien de langues on allait prendre. Et donc, du coup, si on a 26 langues ou 23 langues, c'est beaucoup plus cher que si on en a une ou deux. Mais laquelle choisit-on? Et qui va céder, entre guillemets, sur la langue qui devient la langue véhiculaire, si je peux dire, pour les brevets? Et donc, on doit accepter de lâcher un peu, et ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure dans le débat précédent, de lâcher sur des choses qui n'ont aucun intérêt. Qu'est-ce qu'on s'en fiche de savoir dans quelle langue? Si le portugais n'a pas son brevet en portugais, quel est le problème si on envisage l'échelon européen comme l'échelle de développement d'une activité? Mais voilà, les sensibilités nationales restent extrêmement vivaces à l'échelon européen, encore un peu plus à l'échelon onusien, ça je peux vous le dire. Parce que là, en plus, il n'y a même pas le pouvoir réglementaire. Là, on est uniquement dans de la discussion et du dialogue sans outil de contrainte, quelque part. Il y a même pas, il y a un peu de carottes, enfin, pas beaucoup de carottes et pas de bâton. Donc, ça veut dire que c'est vraiment de la bonne volonté. C'est pas facile. Et les dirigeants politiques sont élus par leurs concitoyens. Oui. Ça, c'est un point. Enfin, on est en train d'évoluer, et comme on le sait en Belgique, notre État n'est pas organisé d'une façon optimale, mais nous avançons. Pas toujours dans le bon sens, et alors on fait comme les Luxembourgeois, on remet un pas en arrière et on repart comme à Echternach dans la procession, 2 pas en avant. Et ça sera le cas de l'Europe. Hein. Rome n'est pas construit en un jour, l'Europe ne sera pas construite telle qu'on l'imagine et telle qu'on rêve l'Europe
en 1, 2, 3. Je suis d'accord, mais si on veut vraiment qu'on la construise différemment ou qu'on la renforce, je pense qu'il faut arrêter de passer son temps à la fragiliser. Et donc, ce n'est pas à vous que je m'adresse, mais plus généralement, alors elle a plein de défauts. Moi, il y a plein de choses, et probablement vous aussi, qui vous déplaisent, non seulement dans la réglementation, mais même peut-être dans les choix politiques que l'Union européenne fait. Mais ce n'est pas une raison. Je veux dire, ce n'est pas parce qu'on est en désaccord avec un certain nombre de points ou avec beaucoup de points de ce que porte l'Union européenne comme type de projet politique qu'on doit pour autant la fragiliser ou laisser tous ses opposants gagner du terrain. On a parlé tantôt de M. Mélenchon, on pourrait parler de tous les autres qui passent leur temps à scier la branche sur laquelle ils sont eux-mêmes assis, qui les fait manger d'ailleurs. Et ça, je trouve détestable. Et donc, je crois que vous devez, vous aussi, si je peux me permettre, comment je vais dire, devenir des entrepreneurs européens, même si vous êtes nationaux, même si l'Europe vous emmerde dans ses réglementations, etc. Je pense que c'est très dangereux de passer son temps à la critiquer parce que c'est du pain béni pour tous ceux qui ne veulent plus rien du tout et qui imaginent qu'à l'échelon national ou régional, on va pouvoir régler les problèmes d'interconnexion du monde. C'est absurde. Quand on voyage un peu dans le monde, et ceux qui ici voyagent dans le monde savent pertinemment que si on est en Chine ou si on est en Asie ou en Inde, l'Union européenne, c'est un confetti, quoi. On est comme des enfin, on pèse pas lourd. On vous regarde gentiment avec un peu de condescendance. Donc si on veut pouvoir ne pas être, je dirais simplement à regarder le monde, mais à en être acteur, alors on doit être européen. Ça va de soi, même s'il y a des choses qu'on n'aime pas. Oui. Eh bien, voilà. C'est sur ce beau message qu'on pourra terminer ce débat. Merci beaucoup. Gwenaëlle, on a respecté presque le timing. Bravo. Merci beaucoup pour ce deuxième échange. Avant que vous ne quittiez la scène, Isabelle Durand, Philippe Vlerick, vous vous êtes prêtés à l'exercice tout à l'heure. En un mot, pour vous, l'Europe, c'est quoi? Hymne à la joie. Génial, hymne à la joie. Et alors, Johan, merci. Avec plaisir. Merci. Et vous n'êtes pas prêté à l'exercice non plus. Vous, pour vous, l'Europe, c'est quoi? Vous m'avez rien demandé. Donc, voilà, je vous le demande maintenant. Moi, je peux avoir 2 mots. Allez-y, j'ai eu je vous 2 donne débats. 2 mots. Un idéal et un moyen. Ok. Voilà. Parfait. Voilà. Merci. Merci à vous.